À l'heure où les gens sont pris au premier degré, il est difficile de soutenir une œuvre qui a été rejetée par le public, car celle-ci ne correspondait pas à leurs attentes. Ce même public qui se plaint sans cesse quand le film est trop explicatif dans sa forme, alors que lorsqu'il est rempli de messages de symboles politiques, au-delà de la culture nostalgique et populaire dans sa forme, et qu'on ne les comprend pas dans son fond, on n'hésite pas à se défouler dessus, comme s'il fallait pousser des hurlements dans les salles de cinéma, comme des sauvages, pour que le réalisateur ait accompli son œuvre, et que la case du film clocher horreur soit bien juste. Pourtant, je me souviens à sa sortie en salle, Us était un événement, car c'était le retour de Jordan Peele. 2 ans seulement après le succès de son premier film, Get Out, qui n'était d'ailleurs déjà pas vraiment qu'un simple film d'horreur en premier sens figuré, mais l'horreur au sens de l'atrocité humaine, avec comme thème l'esclavage sexuel fait sur les Afro-Américains. Un film très salué autant par la critique spectateur que médiatique, et qui a même reçu l'Oscar du meilleur scénario en 2018. Son retour était donc très attendu. Ce second film appelé Us n'est pas une adaptation d'un roman, ni d'une énième suite ou d'un énième remake. Non, il n'y a rien de tout ça. C'est une œuvre originale horrifique. Mais Us est-il une simple fable horrifique, une métaphore sur l'histoire du racisme des États-Unis? Et est-il un film injustement bâché? C'est ce que nous allons essayer d'analyser à travers cette chronique. Je me souviens lorsque je suis allé le voir pour la première fois en salle. En sortant de la séance, je n'avais pas très bien compris son sens. Je me demandais si c'était un énième film d'horreur survendu ou un coup de génie. Mais plus je repensais à chaque détail du film, plus je me disais qu'il faisait partie de la deuxième catégorie. Cependant, où avais-je vu ce détail qui m'avait échappé, et qui faisait toute la différence par rapport aux autres critiques que je pouvais lire, et qui ne relevaient que les références des films d'horreur et de la culture populaire, et où l'on confondait faits historiques de la politique américaine et nostalgie. Il fallait donc que j'y retourne. Me revoici dans la salle de cinéma de mon quartier, toujours à la même place, au milieu et vers le fond, pour tout voir. Et seulement après quelques minutes de visionnage, je me rendis compte qu'en fait tout était là. Juste devant moi, en une seule phrase, et en une seule date. Puis tous les autres symboles de la culture populaire se fondant dans l'histoire de la politique américaine. Et plus précisément sur le racisme des ethnies minoritaires, comme les Afro-Américains et les Indiens. Alors oui, je le confirme, ce film est un coup de génie de 2019, mais complètement passé inaperçu et incompris à travers l'œuvre du spectateur. Pourtant, je le sais bien. Jordan Peele a bien précisé sur son compte Twitter que ce film n'est pas un film politique, mais bien un film d'horreur. Ouais, ce n'est pas que je veuille remettre en doute la sincérité de son réalisateur, mais j'ai comme cette impression qu'il a été manipulé par une certaine classe journalistique pour que son film touche un maximum de public, et qu'il a été censuré pour ne pas parler de sujets sensibles, comme le problème du racisme dans son pays à travers les médias, l'histoire et la culture. Malheureusement, les États-Unis auront bien changé de président. Le problème du racisme continue toujours et persiste. Mais avant de se lancer dans une telle analyse, rappelons son histoire. De retour dans sa maison d'enfance, à Santa Cruz sur la côte californienne, Adelaide Wilson a décidé de passer des vacances avec son mari Gabe et leurs 2 enfants, Zora et Jason. Un traumatisme aussi mystérieux que résolu refait surface suite à une série d'étranges coïncidences, qui déclenche un paranoïa de cette mère de famille de plus en plus persuadée qu'un terrible malheur va s'abattre sur ce qu'elle aime. Après une journée tendue à la plage avec leurs amis les Taylor, les Wilson rentrent enfin à la maison, où ils découvrent 4 personnes se tenant la main dans leur allée. Ils vont alors affronter le plus terrifiant et inattendu des adversaires, leur propre double. Dès l'ouverture du film, l'objectif de la caméra est fixé sur une vieille petite télévision où défile un spot publicitaire plutôt étrange, sur la chaîne 11. Je le précise car ce chiffre va nous poursuivre pendant une partie du début du film. Sur l'écran, nous voyons en premier plan ces personnes de différentes ethnies qui se donnent la main. En arrière-plan, des rappels historiques s'affichent en quelques millièmes de secondes certes, mais qui évoquent beaucoup de choses, comme l'apparition des tours jumelles et cette fameuse date 1986. Une date, des chiffres importants qui ne sont pas pris au hasard, comme vous allez le voir. Revenons donc sur cette date 1986, qui s'affiche sur une carte américaine. Au-dessus apparaît Hand Cross America. Une famine a eu lieu et a menacé la disparition de l'humanité. Un prétexte inventé pour le scénario du film, et qui pourtant représente deux dates importantes dans l'histoire politique internationale entre l'Afrique, les États-Unis et les Afro-Américains.
La première date, celle entre l'Afrique et les États-Unis. Du 8 au 11 décembre 1986, les émeutes de la faim ont lieu en Zambie. La seconde date, le 20 janvier 1986, le premier Martin Luther King Day, est commémoré au niveau fédéral. D'où sans doute cette métaphore sur ce rassemblement de gens, de toutes ethnies, pour marcher ensemble contre les injustices sociales et raciales. Rien qu'en une image, une métaphore sur deux symboles, deux faits historiques politiques, et cela va être comme ça durant tout le film. D'où sans doute l'utilisation du chiffre 11, qui veut en dire aussi beaucoup. Un nombre qui tantôt sera seul, tantôt sera double, comme un effet de miroir avec les deux 1, qui se reflètent et créent le double. Ce fameux 11-11, lors de sa première apparition, évoque dans un premier temps un passage de la Bible du livre de Jérémie et qui dit « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je fais venir sur eux le malheur, ils ne pourront s'en sortir. Ils crieront vers moi, et je ne les écouterai pas. » Qui n'est qu'entre autres le résumé du film en métaphore biblique. Le chiffre 11 représente aussi le chiffre 2, 1 plus 1, qui représente l'union et du coup donne un sens au titre du film, Us, comme United Society, la force par le lien. Il peut également faire référence à la paire de ciseaux, sans oublier le chiffre 4, 1 plus 1 plus 1 plus 1, qui représente le nombre de membres de la famille. La seconde apparition est lorsqu'Adélaïde est à la fête foraine et peut remporter un lot. Elle choisit alors le lot 11, qui est un t-shirt de Michael Jackson, qui lui aussi on dira beaucoup sur des symboles historiques et politiques, mais nous y reviendrons plus tard. La troisième apparition de ce nombre 11 se fera des années plus tard, lorsqu'Adélaïde est devenue mère et qu'elle voit le même homme, mais mort, avec toujours pourtant cette même pancarte, quand elle va à la plage avec son mari et ses deux enfants. L'homme, un coup vivant, un coup mort, comme un effet de miroir. Le miroir utilisé dans le chapiteau au début du film. Le miroir du chiffre 11, 11. La quatrième apparition, le score 11 partout lors du match de baseball que regarde Gabe à la télé. Et enfin, sur le réveil du petit Jason, qui affiche également l'heure 11, 11. Ce qui fait un total de 9 en additionnant tous les 1, et qui pourrait faire allusion à la tragédie du 11 septembre 2001. D'où l'apparition des tours jumelles dans le spot de publicité est représentée comme métaphore par les sœurs jumelles. Puis nous arrivons au générique. La caméra fait un gros zoom sur un lapin. Mais pourquoi l'utilisation du lapin et pas un autre animal? Sans doute pour ses références dans la culture amérindienne et africaine. Le lapin dans la culture amérindienne symbolise un farceur, un héros civilisateur ou un ancêtre mythique. Dans le conte africain, le lapin se confond avec le lièvre, symbole du ruse, ce qui est le symbole le plus approprié au film. L'objectif se dézoome petit à petit pour nous faire découvrir dans quel lieu où nous sommes. Et c'est dans une classe d'école où les lapins sont enfermés dans des cases. Un symbole fort. Il incarne la prison bien sûr, mais aussi, il faut savoir que pour les Afro-Américains, il était interdit d'aller étudier dans les écoles et universités. C'est seulement en 1957 que les premiers Afro-Américains ont pu entrer dans une école après des jours d'émeutes. Cependant, les premiers qui ont obtenu ce droit étaient surnommés des rats par les Blancs. Nous sans doute aussi ces 3 lapins noirs pour une métaphore plus politique. Après ce générique, nous suivons la famille dans cette fameuse maison de la plage où Adélaïde, alors adulte, va passer ses vacances avec son mari et ses 2 enfants. En sortant de la voiture, Gabe s'amuse à faire le fameux signe de la victoire du célèbre coureur Usain Bolt. Un geste qui peut paraître anodin, mais pas tant que ça puisque le sport est un sujet récurrent chez la famille. Et plus précisément, l'athlétisme. Pourquoi l'athlétisme? Nous y reviendrons plus tard car cette histoire a un fait historique et politique fort, avec l'un des symboles qu'utilisent les Earthwed. Un peu plus tard, après le dîner, nous voici à la plage où les Wilson ont rejoint leurs amis les Taylor. À peine installé que Jason s'éloigne de sa famille. Nous le suivons. Il voit une chose étrange sur la plage qui l'attire. On s'aperçoit que c'est un épouvantail que tout le monde ignore. Or lui, ça l'intrigue. Et s'en approche doucement. L'épouvantail est filmé de dos, mais on peut y reconnaître l'origine des cheveux, qui ressemblent à ceux des Indiens. Puis la caméra filme les détails de l'épouvantail, puis on s'aperçoit que l'épouvantail porte des vêtements rouges et une veste ouverte usée par le temps. Une couleur qui illustre beaucoup de choses. La première, celle du surnom donné aux Indiens, les peaux rouges, au XVIe siècle, et qui ne cessaient de se faire chasser de leurs terres par les Américains. La seconde est celle d'un fait historique passif lors de la guerre de l'indépendance des États-Unis
de 1775 à 1783 et que les Anglais se surnommaient les tuniques rouges. Ils capturent les esclaves des Blancs pour les envoyer à la guerre et les faire combattre à leur côté. Et s'ils n'obéissaient pas, ils étaient pendus. En fait, à travers ce film, Jordan Peele utilise la culture populaire, des symboles évidents dans sa forme pour rappeler beaucoup de faits historiques et politiques dans son fond, un lien avec le sens du symbole du lapin du conte africain. Prenons par exemple le premier symbole de la culture nostalgique et populaire du film, le t-shirt de Michael Jackson. Nous avons tous reconnu l'image du clip Thriller imprimé sur le t-shirt pour représenter l'ambiance du film quelque peu chaotique, mais ce t-shirt ne représenterait-il pas un autre symbole, comme celui de l'artiste lui-même, et du gant qu'il portait pour cacher sa maladie de peau. Un gant qui pourrait être une représentation symbolique métaphorique du gant que portent les Us-Thread à la même main. Une hypothèse certes, mais qui ne va que s'amplifier dans les autres références culturelles qu'utilise Jordan Peele pour l'illustrer. Le thème de l'athlétisme lors du repas n'est bien sûr pas anodin. Le symbole du gant a une histoire très forte lors des JO de Mexico en 1968. Le 16 octobre, une controverse éclate en termes de la finale masculine du 200 mètres. Les coureurs américains Tommy Smith et John Carlos faisaient partie du mouvement olympique Project for Human Rights. Arrivés premier et troisième, les deux athlètes ont reçu leur médaille. Puis ils ont baissé leur tête et levé leurs poings gantés vers le ciel pendant toute la durée de l'hymne national américain. Mais il y a bien plus dans cette célèbre image que ce qu'on en dit. Un autre geste qui a moins été remarqué lors de cet épisode est qu'ils ont posé sur le podium leur paire de Puma Suede, ne montrant que des chaussettes noires, montantes, pour rappeler que les Afro-Américains n'ont même pas le moyen de s'offrir ce type de chaussures. Smith a également une écharpe noire pour représenter la fierté noire, tandis que Carlos a sa veste ouverte, ce qui pour lui voulait représenter les ouvriers et les opprimés. Il dira dans une interview « Voilà pourquoi ma veste était ouverte. C'est eux qui contribuent le plus à la société. Ils sont si importants, mais ne sont pas reconnus. » Carlos portait également un collier de perles noires, en référence au noir lynché aux États-Unis par la police, et pour qui personne n'a dit une prière. Ce geste symbolique du poing levé est également interprété comme la marque de leur soutien au mouvement politique afro-américain des Black Panthers et du Black Power. Après son geste, John Carlos déclara aux journalistes « Après ma victoire, l'Amérique blanche dira que je suis américain. Mais si je n'avais pas été bon, elle m'aurait traité de noir. » Toujours au sujet de gants, la légende raconte que Tommy Smith et John Carlos n'ont jamais failli porter des gants noirs. C'est le troisième homme sur la photo, un certain Peter Norman, athlète australien venant d'un pays lui aussi à la culture très raciste, notamment avec les aborigènes, mais qui croyait pourtant aux droits civiques et au combat des deux athlètes. C'est lui alors qui eut l'idée du gant. En fait, juste avant de monter sur le podium, Smith et Carlos ont réalisé qu'ils n'avaient qu'une seule paire de gants. Ils allaient renoncer à ce symbole, mais c'est Norman qui a insisté, en leur conseillant de prendre un gant chacun. Et c'est ce qu'ils ont fait. Si vous regardez bien le cliché, vous verrez que Norman porte lui aussi un badge du projet olympique pour les droits de l'homme. Et combien de gants portent les Rouels? Un seul gant. Simple coïncidence, vraiment? Je n'y crois pas vraiment. Dans le film, il y a aussi des références aux luttes des classes sociales entre les deux communautés, très bien représentées par les deux familles. D'un côté, la famille Wilson, qui peine à être au même niveau social que leurs amis les Taylor. De l'autre côté, Joss achète des voitures de dernier cri, et sa femme passe son temps à la chirurgie esthétique pour ne pas vieillir. Avant l'acte final, nous suivons Adélaïde qui descend dans un sous-sol. On finit par se retrouver dans une pièce qui est une classe d'école, comme au début. Elle regarde autour d'elle et on s'aperçoit que les lapins sont libérés. Une manière de dire que les Us-Thread sont en train de gagner leur liberté. Au bout de la classe, Adélaïde se retrouve face à son Us. Elle est de dos. Elle découpe des petits bonhommes en papier qui se tiennent à la main. Elle découpe leurs liens. Une métaphore qui signifie le fait que plus l'humain avance, plus les générations ne se reconnaissent plus et se séparent. Et elles se mettent à parler et expliquent qui sont-ils. Ils s'appellent les Têtes-Thread, ce qui veut dire attachés, liés en français. D'où tous ces gens qui se tiennent la main quand le mouvement se rejoint et manifeste. Un clin d'œil également à la culture indienne, où les lignes sont très présentes dans leurs symboles d'une façon générale. Ce dernier acte est un symbole sur la représentation des générations qui ne s'entendent et ne se soutiennent plus. Ou plus dans la même manière, mais plus par la force et la violence. D'où le sens des 3 hélicoptères sur la dernière image. Et qui veut dire que le combat n'est pas terminé.
souviens lorsque je suis allé revoir le film, et que j'ai vu à quel moment où tout me disait ceci, je m'en voulais terriblement de ne pas l'avoir entendu au premier visionnage. Alors j'ai tapé du poing dans la paume de ma main, et je levai mes mains en me disant « Mais oui, pourquoi je n'ai pas entendu? Ça me paraît tellement évident maintenant. » Et je continuais à taper dans la paume de ma main. Les voisins ont vraiment dû me prendre pour une folle que ce jour-là, même s'ils essayaient de rester la plus discrète possible, bien évidemment. Et cette phrase est « We are American ». Si Jordan Peele utilise cette phrase, c'est qu'elle est également pas anodine. Si cette phrase est pour faire référence à un célèbre morceau rap du célèbre rappeur Tupac Shakur, avec le titre Thug Motion. À travers ce morceau, Tupac invite ses amis afro-américains à assumer leur nationalité américaine et à ce que les policiers blancs arrêtent de les réduire à des afro-américains. Un combat qui est toujours autant d'actualité. Cette phrase est représentée plus explicitement par Jordan Peele avec le morceau des NWA, Fuck the Police, comme on peut l'entendre lors de l'attaque des Hustled chez les Taylor. Et enfin, ce qu'il faut savoir, la mère de Tupac est une des fondatrices des Black Panthers. Je le confirme, ce film est plus qu'une simple œuvre, et n'était pas si grand public que cela pouvait paraître. Ce qui me révolte, lorsque j'entends parler des gens de ce film, c'est lorsqu'ils me disent « C'est pas un peu prétentieux de faire un film que sur le fond pour un second film ?» Je trouve ce genre de propos révoltant. Ou alors on entend des gens dire « Ouais, ça m'énerve sous prétexte qu'il est raté dans sa forme, alors on sort des analyses de ce genre. » Bref, je suis outré à chaque fois que j'entends ça. Et je me bats constamment à expliquer à certaines personnes qu'un film, c'est une forme et un fond. Puis avant de dire que ce film est une référence de la culture populaire, c'est assez pénible. Car des fois, il suffit juste de remettre la vie du réalisateur dans son époque, et alors on comprend que c'est son vécu. Bref, oui, pour moi, c'est un film injustement bâché par un certain public qui ne laisse pas un genre de s'exprimer sur différentes formes. Un film incompris de son époque, mais qui, j'en suis sûr, dans 10 ou 20 ans, le film sera considéré comme culte. Comme à l'image de Shining, de Stanley Kubrick. Cependant, je peux comprendre que l'on puisse être gêné par la forme. Il m'a fallu plusieurs visionnages chez moi pour vraiment l'apprécier, autant dans sa forme que dans son fond. Faut dire que Jordan Peele use un peu trop sur la culture populaire, avec un air moqueur sur les références de spectateurs lambda sur la culture dite afro-américaine. Comme s'il suffisait de dire que j'aime le rap ou le cinéma de la Black Exploitation pour leur faire plaisir, mais sans en comprendre leur sens et connaître leur histoire avec un grand H, et l'origine de pourquoi ils font ça, et comment il est encore insupportable aujourd'hui que seuls les gens de leur communauté connaissent ça, alors que la culture doit être un moment de partage et universel. C'est ce que pointe du doigt Jordan Peele à travers ce film, et c'est la raison pour laquelle que certains d'entre nous peuvent se sentir visés, enfoncés par le réalisateur, et donc de détester le film. Pourtant, l'intelligence de Jordan Peele à travers ce film, c'est qu'il n'est pas là pour accuser, ou faire de ce qui s'est passé du misérabilisme et du voyeurisme, comme souvent dans ce genre de film politique et engagé, mais juste de rappeler l'histoire de son pays, à travers des symboles évidents sur sa forme, certes, mais pas toujours évidents dans son fond. Et pour conclure, comme le dit le penseur philosophe James Baldwin dans son autobiographie I Am Not Your Negro, le racisme fait partie de l'histoire des États-Unis.